Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on baisse un peu en niveau culturel à chaque nouvelle saison. C'est vrai. Salut, moi c'est Marie et j'ai pas mon permis. Et moi c'est Anaïs et j'ai envie de dire vroom vroom. Cette saison, Amis revient toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus naze. Après avoir fait le tour de nos films d'horreur et romantiques préférés, on a décidé de se faire découvrir certaines de nos bouses cinématographiques favorites. On était vraiment à court d'idées. Vraiment. Pourquoi on a voulu faire cette thématique, Marie ? Parce qu'on s'est dit que ce serait très très marrant. On n'est pas les premiers à faire ça, faut qu'on le dise. On n'est pas les premiers à faire ça. Il y a un podcast américain qui s'appelle How Did This Get Made, qui est très connu, qui fait ça et qui est très marrant. Il y a le podcast français aussi, 2 heures de perdu, qui est sur le même concept. Mais nous, ce sera 2 heures de gagné. Exactement. Puisqu'on a décidé d'appeler cette saison Navet ou chef-d'œuvre. Ou Naouche. Ouais, alors l'acronyme Naouche n'est approuvé que par Anaïs. Ce n'est pas encore une marque déposée, mais ça ne saurait tarder. Je refuse en fait. Si vous aussi, vous êtes team Naouche, votez. Mais oui, donc le principe serait qu'on va débattre parce que les navets qu'on va découvrir, ce ne sont pas des navets, selon nous, ce sont des chefs-d'œuvre. Ce qu'on voulait, c'était déjà défendre des films qui sont considérés comme populaires, entre guillemets, mais qu'on considère aussi comme excellents et qui sont peut-être un peu méprisés à tort. Il y a certains des films dans la liste qui ont été d'abord très mal reçus, puis réévalués, donc ça fait aussi un petit peu partie du discours. Mais on a aussi envie de se demander pourquoi il y a certaines bouses qu'on adore. Parce que parfois, on est obligé de reconnaître objectivement que c'est pourri, mais on ne peut pas s'empêcher d'aimer ces films. C'est vrai. On voulait aussi préciser que, en gros, la plupart des films qui sont dans notre liste peuvent être considérés comme des plaisirs coupables. Mais la raison pour laquelle on n'a pas appelé la saison plaisir coupable, c'est parce qu'on n'aime pas trop ce concept, parce qu'on ne ressent aucune culpabilité à aimer ces films. Exactement, et on devrait ressentir aucune culpabilité. C'est un discours moralisateur qui est appliqué aux films grand public en général, et souvent aux comédies romantiques, par exemple, ou à des genres qui sont méprisés par la critique, qui n'ont pas lieu d'être. À partir du moment où il y a du plaisir, il n'y a pas de culpabilité. Ouais, je sais pas. Dans le cadre de ces films, de la découverte cinématographique, je précise. Marie, avant qu'on démarre, j'ai une question très importante pour toi. C'est quoi le film le plus honteux que tu aimes au premier degré ? Alors, il y a plein de films honteux que j'aime au premier degré, des films qui seraient considérés comme honteux par beaucoup de gens, comme par exemple Miss Détective, mais je pense que c'est vraiment un bon film. Ouais, c'est pas un film honteux. Non, mais enfin, il y a plein de gens qui pensent que c'est un film honteux, mais c'est un très bon film. Mais vraiment, un vrai film honteux que j'aime, que je vais te faire découvrir, c'est Comme Cendrillon. Trop bien. C'est la version moderne de Cendrillon avec Hilary Duff. Trop bien. C'est un mauvais film. Vraiment, c'est nul. Mais j'adore ce film, je le vois au moins une fois par an. Trop cool. Et toi, c'est quoi ? Alors, ça vient de me faire penser à ma réponse, puisque je comptais en parler d'un film qui est sur la liste, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. C'est Un monde meilleur de Mimi Leder. Mais en fait, je pense que vraiment le film le plus honteux que j'aime vraiment au premier degré, c'est Zénon, fille du 21e siècle, qui est un film Disney Channel, avec personne de connu. Et c'est sur une meuf qui habite dans un vaisseau spatial dans le futur, donc le 21e siècle, puisqu'à l'époque, c'était le futur. Et c'est vraiment trop, trop bien. Mais il faut que tu le mettes sur la liste. Bah, t'es prête ? Ah bah oui. Ok. Dans la liste que l'on a établie, est-ce qu'il y en a un que tu as particulièrement hâte de découvrir ? Je pense que Battleship est celui que j'ai le plus hâte de découvrir parce que tu m'en as beaucoup parlé et apparemment c'est avec Rihanna. Et c'est dans un vaisseau ou dans un sous-marin. C'est trop bien. Et toi ? Moi, honnêtement, comme Cendrillon, là, tu m'as hypée parce que je savais pas qu'il y avait Hilary Duff dedans, mais je l'adore. Et après, honnêtement, Mamma Mia, ça fait longtemps que je veux le voir. Et je pense que je vais beaucoup m'amuser. Un autre aussi, c'est Cats, que j'ai jamais vu. Et j'ai très très hâte qu'on le voit ensemble. Ouais, celui-là, ni l'une ni l'autre ne l'avons vu, donc ça va être une découverte mutuelle. Faut dire oui que c'est un petit changement aussi, c'est qu'il va y avoir des alternances parce qu'il y en a certains que je vais te faire découvrir, certains que tu vas me faire découvrir. Il y en a aussi qu'on a vu toutes les deux, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Burlesque. Avec Christina Aguilera et Cher. Un chef-d'œuvre. Un vrai chef-d'œuvre. Et il y en a d'autres qu'on n'a pas vu toutes les deux, mais dont on sait qu'ils sont considérés vraiment comme des navets, comme Cats. Exactement. Voilà. On peut aussi vous annoncer dès maintenant qu'on aura des invités qui viendront nous rendre visite sur certains de ces épisodes. On verra quels sont les films, les navets qui les inspirent le plus pour venir.
On vous en dira plus très très vite, vous inquiétez pas. Si tu devais deviner celui que moi je vais préférer dans la liste, à ton avis, ce serait lequel? Probablement comme Cendrillon, mais j'ai envie de dire Angélique Marquise des Anges. Ça va alors, ça vraiment, j'ai pas envie de le voir, quoi. Grand changement pour Ami, il y a des films français sur la liste. Donc il y a Angélique Marquise des Anges, il y a Le Gendarme aussi se marie, ou Le Gendarme à Saint-Tropez, je sais pas encore lequel choisir, mais je pense que Le Gendarme se marie, c'est mon préféré. Anaïs n'a jamais vu un film avec Louis de Funès, donc ça risque d'être assez grandiose. Et toi, tu penses que c'est lequel que je vais préférer? Je pense que si on le garde, puisque la liste est encore en cours d'établissement, Cocktail, à mon avis, ça va pas mal te plaire. Mais c'est un vrai navet, ça? Il y a débat, comme pour tous les films de cette liste. Ouais, il y en a, il n'y a pas trop débat. Mais ouais, parce que c'est avec Tom Cruise, non? Oui. Et il fait des cocktails. Oui. C'est déjà... Bah ouais, c'est super. Moi, personnellement, j'adore, mais c'est pas considéré comme un super film. Mais on attaque cette saison avec un film qui est très haut dans mon panthéon personnel. Un film rapide et furieux. Un film dont le titre à lui seul mériterait un Oscar. Je veux évidemment parler de Too Fast, Too Furious. Je suis trop contente. C'est le deuxième film de la saga Fast and Furious. Un film qui est sorti en 2003, réalisé par John Singleton. On l'a regardé, et juste avant de le regarder, Marie, sur mon canapé, je t'ai posé quelques questions pour savoir ce que tu savais de ce film. On va écouter ça tout de suite. On s'apprête à regarder un film qui s'appelle Too Fast, Too Furious. Too Fast, Too Furious, qui est quand même le meilleur titre de tous les films. Je suis d'accord. De tous les temps. Je suis d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu sais de ce film? Je sais que c'est le deuxième de la saga Fast and Furious. Je sais qu'il y a Dom, j'imagine, Vin Diesel. J'imagine qu'il y a Paul Walker. J'ai vu le premier il y a fort longtemps, quand il était sorti. Donc quand j'étais au collège. Et après, j'ai vu le 7, celui où Paul Walker il meurt. Mais du coup, du 2, je ne sais pas grand-chose. Est-ce que tu connais l'intrigue de ce film? Non. J'imagine que c'est à Los Angeles, parce que c'était avant qu'il commence à voyager loin, je crois. Enfin, c'était encore quand c'était un peu... il passait pas d'une tour à l'autre à Dubaï, quoi. Qu'est-ce que tu t'attends à voir dans ce film? Des voitures qui vont vite, des intrigues ridicules, d'hommes qui parlent de la famille, parce que c'est important, la famille. Et des intrigues un peu genre... parce que normalement, c'est un peu des voyous, non? Enfin, ils font des braquages ou des trucs comme ça, mais au grand cœur, quoi. Voilà. C'est mon préféré de la saga. Ah, de tous? Même plus que le 7? Ils sont ex-aequo, en fait. Ah, d'accord. Pourquoi, à ton avis, c'est mon préféré? Pourquoi c'est ton préféré? Parce qu'il y a Paul Walker... il doit y avoir de la tension sexuelle entre Paul Walker et quelqu'un. Non? Ça, ce serait pourquoi c'est mon préféré. Peut-être. Et donc, à ton avis, navet ou chef-d'œuvre, avant de l'avoir vu? Je pense que je vais pas le détester, mais je pense pas non plus que je serais amoureuse de ce film. On va voir. Mais du coup, tu penses pas que ça peut être un bon film? En fait, je me demande pourquoi tu l'as inclus... En vrai, dans cette saison, le principe, c'est quand même qu'on inclut des films qui sont considérés comme des navets par beaucoup de gens. Oui, mais c'est Too Fast, Too Furious. Donc, tu vois, je pense que la réponse, elle est dans la question, tu vois. Oui, mais c'est aussi des films que nous, on estime qui sont défendables, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que ça peut être un film très fun. Très bien. Écoute, on va regarder ça. Tu m'as pas montré l'affiche? Oui, je vais te montrer l'affiche. Waouh! Oh, il y a Eva Mendes et... Eva Mendes et Tyrese. Je sais qu'il est dans les autres, je le connais pas trop, ce monsieur. Là, tu vas bien le connaître, là. Ouais, pas de règles, pas de limites. Ok. T'es chaude? Ah bouillante. J'adore Eva Mendes, elle est tellement belle. Allez, c'est parti. On est de retour, et je crois que tu n'as pas été entièrement séduite par ce film, Marie. You got 4 minutes, man. All right, I'll be there. C'est trop bien. Waouh. N'importe quoi. Quoi? T'as l'air dépité, épuisé, éreinté. Je suis toutes ces choses. Oui. Disons que je suis pas très sensible aux voitures en général, donc j'aurais dû me suspecter que je ne serais pas très sensible au charme de Too Fast, Too Furious. J'avoue que j'étais surprise parce que je me souviens qu'on avait beaucoup parlé, toi et moi, de Furious 7 au moment où il était sorti et que ça t'avait vraiment plu. Oui, alors, Furious 7, il y avait un côté grand spectacle, je l'avais vu au cinéma en plus, donc il y avait ce côté-là.
Et il sautait en parachute, en voiture. Enfin, il y a une voiture qui saute d'un hélicoptère et qui atterrit sur une route de montagne. C'est assez fou quand même. Ah, mais c'est génial. C'est pas juste, ils sont en train de faire des courses de voiture. Et surtout, en fait, ce qui m'avait plu dans Furious 7, c'était que Paul Walker était mort et du coup, ils avaient fait une fin où on lui dit au revoir. Il y a Dom et lui qui sont dans les voitures côte à côte et qui se regardent et tout ça. Et j'avais beaucoup pleuré parce que je suis très sensible. Et le lendemain, j'en avais parlé à mon ex à l'époque, enfin mon mec de l'époque, et je m'étais remise à pleurer en lui racontant la fin. Et il m'avait vraiment regardé, genre, t'es en train de pleurer en me racontant Fast and Furious 7. Et oui. Donc c'était cet aspect émotion qui m'avait plu, voilà. Alors que là, l'aspect émotion. L'aspect émotion est vraiment pas trop là, quoi. Est-ce que en 30 secondes, tu peux me dire ce qui se passe dans deux Fast, deux Furious? Et bah, comment il s'appelle Paul Walker dedans? Brian. Meuf. Je sais, c'est ma saga. Je les ai tous vus 3 fois. Mais c'est juste Paul Walker pour toi, en fait. C'est ça, exactement. Bon, Brian, c'est un ancien flic qui, maintenant, il fait des courses de voiture, il est hyper rapide et il est à Miami, alors qu'avant, il était à Los Angeles. Et il est à Miami et en fait, il se fait arrêter et pour ne pas être mis en prison, il doit s'infiltrer auprès d'un, je sais pas, un chef de mafia ou un truc comme ça local. Un trafiquant de drogue. Ok, si tu veux. Et ce mec, il est en couple avec Eva Mendes, qui est aussi une flic infiltrée. Donc, il y a plein de gens infiltrés auprès de ce mec. Ce mec, il a genre 3 personnes autour de lui, ils sont tous infiltrés. Et donc, Paul Walker, il s'infiltre avec Tyrese, qui est un de ses amis d'enfance, qui lui n'a jamais été policier et lui en veut beaucoup d'être devenu policier entre-temps. Et ils s'infiltrent et ils font vroom, vroom, vroom tout le temps. Et voilà, c'est la fin. Et j'ai rien compris à l'intrigue autour du trafic, j'ai rien compris. Et je crois qu'il n'y a rien à comprendre, en fait. Et en plus, attends, Paul Walker et Eva Mendes, il y a une pseudo-tension sexuelle entre les deux. Ils s'embrassent pendant une demi-seconde et c'est tout. C'est vrai. Voilà, c'est ça mon résumé du film. On peut plier bagages. Anaïs, je crois que tu as un rapport au film. Je crois pas, je le sais. Tu as un rapport au film très intense. Pour une raison ou pour une autre. T'avais l'air très surprise pendant tout le film. Tu comprenais pas pourquoi j'aimais, en fait. Bah non, mais je pense que tu l'as découvert adolescente et qu'il y avait Paul Walker, quoi. C'est marrant, je vois très bien ce qui a pu plaire à des millions d'adolescents. Mais à toi, je ne sais pas. Ouais, pourquoi? Parce que les adolescents garçons sont teubés. Moi aussi, j'étais teubée. Un peu, je crois. Non, mais en fait, honnêtement, je me souviens même plus comment je suis tombée sur ce film. J'avoue que c'était ma première question parce que même le fait de voir ce film, pourquoi? Je crois qu'en fait, je suis tombée sur une photo de Paul Walker dans One Magazine. Et que je me suis dit, ce mec est trop beau. Je veux voir tout ce qu'il a fait. Et que à cette époque, ce qu'il avait fait, c'était Fast and Furious et Too Fast, Too Furious. Ouais, et puis les époques après, ce sera juste Fast and Furious 4. Exactement. Mais à l'époque, il était suffisamment une coqueluche pour être dans un des magazines bien sûr. People que je lisais. Je suis tombée amoureuse de lui, j'ai regardé le film, je suis tombée encore plus amoureuse de lui, et de Eva Mendes, et de Tyrese, et donc j'adorais cet univers. Et après, j'avoue que je me suis un petit peu déconnectée de la saga, et je suis revenue plus tard. Et maintenant, c'est vraiment une de mes sagas préférées, je l'adore. Mais c'est vrai que oui, à la base, j'avais pas d'appétence pour les grosses voitures ou quoi, mais juste mon amour pour Paul Walker a vraiment... Comme moi, tu n'as pas ton permis aussi. Hein. Non, par contre, j'ai déjà beaucoup conduit. Plus que toi, en tout cas. Oui. Je sais passer les vitesses. Et faire un créneau en pente, sous la pluie. Avec un moniteur à côté de toi. Exactement. Mais clairement, dès le départ, j'ai compris qu'il allait y avoir des différences de ressenti entre toi et moi et que mon attachement très personnel à ce film n'allait peut-être pas te contaminer. Je pensais trop stylé. Je sais pas quoi te dire, en fait. What more do you need? J'adorais ça, toi. Ah, de ouf. C'est débile. C'est trop bien. Ce plan. C'est couleur primaire, mais magnifique. Ça va pas la tête. T'es un mystère, vraiment, toi. Pourquoi? Je sais pas, t'as eu 19 au bac en philo et pourtant t'as regardé ça pendant des années, quoi. T'es une des personnes les plus intelligentes que je connaisse et pourtant tu as vu ce film plus de 20 fois. Mais ce film est trop bien.
No comment. Non, après, je reconnaîtrai, on va en parler, je pense, mais l'aspect visuel du film est très... Il y a plein de plans très cool. Et les couleurs sont vraiment bien. Je précise que donc, le film a été réalisé par John Singleton. Si le nom vous dit quelque chose, c'est le réalisateur de Boys in the Hood, qui a été un énorme succès dans les années 90, et un succès critique, puisque ça a été le réalisateur le plus jeune à être nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film, et aussi le premier homme noir à être nommé à cet Oscar. Et donc, après, par la suite, John Singleton n'a pas vraiment reproduit des succès aussi cultes que Boys in the Hood, mais c'était quand même considéré comme un réalisateur très prometteur et très intéressant. On voit quand même qu'il a un regard dans le film. Exactement. J'en reviens pas que je dis ça, mais si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de plans où je me suis dit, c'est des beaux plans, quoi. Ouais, et je trouve aussi que c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que dans le microcosme Fast and Furious, il a une vraie patte, ce film-là, qu'on retrouve pas dans les autres. Et maintenant, bon, ils ressemblent à n'importe quel blockbuster un peu générique avec du CGI. Mais en fait, celui-là, il y a quand même quelque chose de vraiment unique par rapport à tous les autres films de la saga, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. T'en parles dans les extraits, mais il y a le côté couleur primaire, justement, où il y a une tendance dans les blockbusters, surtout les blockbusters testostéronés à fond, à avoir des tons bleu-gris sur à peu près tout. Et là, c'est pas du tout le cas. Après, ça colle aussi à l'ambiance de Miami et tout ça. Donc, il y a vraiment, au niveau visuel, il y a un parti pris qui est très appréciable. Moi, mon problème, c'est juste que vroom, 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 je trouve ça très, très lassant. Bah, c'est vrai qu'on va t'entendre. J'ai réalisé assez vite que les voitures, c'était un vrai problème pour toi dans ce film. Oui. Bon, c'est bon, on a compris, hein. Si t'en as déjà marre des voitures, ça va être un problème. Oh non, on va pas y avoir une course-poursuite maintenant avec la police. Je suis fatiguée, moi. Mais Marie, t'as déjà vu des films Fast and Furious ? Oui, bah j'ai vu le 7. Ça m'avait un peu fatiguée. Ah. Ils en ont pas marre de faire ça tout le temps, hein. Parce que perso, j'en avais marre de les regarder, en fait. Mais t'imagines, tu passes ta vie à faire des courses-poursuites, ça doit être hyper fatigant, quoi. Mais franchement, moi, je trouve ça trop stylé. Et d'autant plus depuis que je conduis un petit peu. Depuis que j'ai commencé à passer des vitesses dans le 9e. Exactement, je comprends tout à fait. Elle va à 40 à l'heure sur le boulevard. Sur le boulevard Magenta. 40 à l'heure, t'es gentil, il y a 12 à l'heure. N'oublie pas qu'il y a des bouchons à Paris. Mais ce qui m'a le plus fait rire, c'est pas ta réaction par rapport aux voitures, c'est le fait que visiblement, ce film était impénétrable pour toi. Oui, j'ai rien compris. Et ça, vraiment, mais je m'en remets pas en fait. C'était très très drôle. Je comprends rien pour ça. Je comprends rien. Tu comprends, réveille-toi. mais je comprends pas. Mais c'est fou, hein, parce que j'arrive pas à suivre, hein, Enfin, j'arrive à suivre, mais je comprends pas pourquoi. Plot twist. Bah, je veux bien, mais je comprends pas lequel. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas. Rien à comprendre. Je comprends pas que tu comprennes pas. Peut-être qu'il faut avoir 19 en philo au bac pour comprendre ce film. Exactement. Désolée. Une signification cachée, en fait. Vraiment, j'ai rien compris à cette intrigue. Et je comprends rien. Il y a plein de moments où j'étais là, pourquoi ils font ça, en fait ? Mais ça défie toute logique. En fait, l'intrigue est assez logique. C'est juste qu'elle est pas très captivante et qu'elle est pas très subtile. Non, Anaïs, elle est beaucoup trop subtile. Excuse-moi. Non, il y a plein de trucs qui font pas sens, en fait. Pourquoi ils ont besoin d'avoir 2 mecs infiltrés avec ce trafiquant de drogue, visiblement, ok, si on veut. J'ai pas compris ce que ce mec faisait. Enfin, il trafique de la drogue, ok. Ouais. Et eux, ils sont là pourquoi, en fait ? Parce qu'ils ont déjà quelqu'un d'infiltré avec lui. Oui, mais les agents de la douane ont un doute sur son intégrité à elle, parce que ça fait longtemps qu'elle est infiltrée et ils pensent qu'elle a flippé et que du coup, ils vont pas réussir à mener leur action jusqu'au bout s'ils comptent que sur elle. Mais c'est quoi leur action ? C'est arrêter ce mec ? Oui. Ok. Et... ouais, mais je sais pas. Enfin, juste, je suis quelqu'un de très terre à terre.
Normalement, franchement... Non, mais disons que c'est alambiqué. C'est très, très alambiqué comme intrigue. De façon pas nécessaire, en fait. Oui, c'est le principe. Enfin, c'est alambiqué, quoi. C'est vraiment, genre, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, on en reparlera sur la réception critique, mais c'était un peu... il y a eu plein de critiques qui disaient... Est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont besoin que des voitures qui doivent faire un drop secret doivent être des voitures violet fluo qui roulent à 350 km/h sur l'autoroute? C'est-à-dire qu'ils attirent vraiment beaucoup l'attention sur eux alors qu'ils sont censés faire passer de l'argent discrètement. Mais j'avais même pas compris qu'ils faisaient passer de l'argent. Après, j'étais fatiguée, c'était le soir. Oui, non, honnêtement, t'étais pas très concentrée sur l'intrigue. Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs où tu me posais la question et ça avait été dit 5 minutes plus tôt. Et genre, à un moment, ils pètent un mur dans lequel il y a énormément d'argent et ils le mettent dans un sac et après ils le mettent dans la voiture. Donc genre, tous les trucs que t'as ratés, ils étaient très clairs, ils étaient en évidence. Non, mais je me souviens qu'ils font ça. Mais je sais pas, mon cerveau faisait pas la connexion, mais je pense que c'est juste... Déjà, je pense qu'en fait, j'étais saoulée par le film et que du coup, je prêtais pas trop attention. Mais en fait, je regardais pas ailleurs. Oui, mais ça te passait... Complètement au-dessus. Ouais, vraiment, ça... Enfin, je l'ai vu parce que vraiment, tu me posais plein de questions et à chaque fois, tu disais, mais ils l'ont dit ça? Et j'étais, oui, ils l'ont dit, Marie. Alors, c'est très clair, en fait. Mais c'est juste que c'est pas une intrigue qui est particulièrement fine. En fait, je pense que c'est aussi un truc qu'on avait observé sur Friends et sur Twin Peaks, c'est-à-dire que on n'a vraiment pas le même degré d'implication dans les intrigues, toi et moi. Et j'ai vraiment pas besoin ni de logique, ni de cohérence pour apprécier un truc. Je pense qu'il y avait un cocktail de mon côté qui était le cocktail fatigue où je suis pas tout. Et en même temps, j'ai quand même cet instinct où je veux tout comprendre. Donc, oui, et c'est comme sur les films d'horreur où t'es très pointilleuse sur est-ce qu'un truc est logique ou réaliste. Et on en avait déjà parlé sur les films d'horreur où je disais, pour moi, j'ai pas besoin que ce soit réaliste. Et toi, en fait, il faut vraiment que tu sois happé par le truc pour pas te poser des questions de cohérence. Alors que moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais c'est marrant parce que ça m'a fait penser un peu à... Comment ça s'appelle Suspiria? Non. Non. Parce que pour couleurs primaires. Pour moi, il y a beaucoup de points communs entre les deux. Les couleurs primaires, oui. Ouais. C'est à peu près et l'absence de logique. Oui, c'est vrai. Faut se laisser porter. C'est un opéra. C'est une expérience sensorielle. Bah ouais, vraiment. Non, ça m'a un peu fait penser à Hors d'atteinte, que j'ai vu l'an dernier et que j'ai adoré. Oui, Hors d'atteinte, c'est vraiment un chef-d'œuvre inquestionnable. Oui, mais il y a cet aspect aussi, ils sont dans des voitures. Et ils se draguent. Et c'est à Miami que ça commence. Donc il y avait plein de trucs qui me rappelaient ça, mais en même temps, j'étais là, Hors d'atteinte, ça. C'est sûr que si tu compares Too Fast, Too Furious à Hors d'atteinte, c'est sûr que Too Fast, Too Furious peut pas gagner. Bah oui. Là, je suis entièrement d'accord. Mais oui, ça m'a fait beaucoup rire parce que tu avais des réactions très terre-à-terre, très toi, pendant le film. Et puis, tu étais vraiment Marie premier degré et Marie code de la route. C'était très rigolo. Tu vois, moi, je cautionne pas non plus la vitesse au volant, tu vois. Mais c'est dangereux, tout ça. Il faut avoir des problèmes pulmonaires avec tout ça. Non, mais ça pollue, toutes ces voitures. Regarde-moi tout ça, là. Ils sortent tous d'un garage, là, comme ça, en polluant, tout. Vraiment, je crois que tu te préoccupes trop de la pollution dans cette saga, Marie. Mais regarde toute cette fumée, c'est dégueulasse. Mais en fait, j'ai du mal à pas m'imaginer. Déjà, le bruit, moi, ça me saoule. Enfin, les gens qui regardent la Formule 1 le dimanche après-midi, mais juste... ouais, non. Je peux pas, quoi. Mais aussi, je m'imaginais, là, quand ils sortent du garage, il y a vraiment un truc, quand t'es dans un garage et qu'il y a quelqu'un qui pollue, c'est dégueulasse, ça pue. Et en fait, je m'imaginais toutes ces voitures qui font du bruit et qui polluent, et t'es au milieu avec toute cette fumée. C'est dégueulasse, parce que tu vois les pots d'échappement dedans, c'est vraiment... Ça me vend pas du rêve, quoi. Je me dis pas, j'ai envie d'être là-dedans, trop cool, quoi. Ah, c'est ce que je me dis par rapport à ton cerveau. C'est vrai. Connasse. Je rigole. Non, tu rigoles pas. Il y a 4 personnages principaux. Il y a Paul Walker, Brian. Ouais. Il y a Tyrese. Ouais. Il y a Eva Mendes, Monica Fuentes. Ouais. Et il y a... C'est qui le 4e? Il y en a pas, justement. Il y en a pas, non, c'est vrai. Ils ont mis Devon Aoki, qui est complètement sacrifié. Oui, qui est pas du tout un personnage principal. Ils l'ont mis sur l'affiche parce que c'était un fantasme absolu pour énormément d'hommes à cette époque. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé des personnages? Paul Walker, c'est... c'est le vide intersidéral, mais un vide très très beau, quoi. Il est très joli, mais il y a rien derrière les yeux, quoi. Enfin, vraiment, tu sens que tu tapes sur la tête, c'est creux, quoi. Il a été qualifié par la critique du AV Club à la sortie du film de bout de carton aux yeux bleus. C'est exactement ça. C'est
exactement ça. C'est totalement ça. Mais ses yeux, en fait, rattrapent tellement le bout de carton que oui, mais ça passe. ses yeux n'expriment absolument rien. Et surtout, il sait vraiment pas jouer. C'est incroyable. Non, il est pas très bon. En fait, il s'est amélioré vraiment au fil des films, mais ça a jamais été un acteur vraiment excellent. Mais il est vraiment très, très beau. Et non, mais c'est vrai. Pour moi, c'était vraiment... Enfin, voilà, je le vois encore avec mes yeux d'adolescente. Et même encore en le voyant l'autre jour, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et toi aussi. Enfin, il est magnifique. Il a des yeux vraiment très, 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 très beaux et un très beau sourire. Mais c'est vrai qu'il est pas très bon, il est pas très expressif. Non. Après, ça passe pour les deux personnages qui sont censés incarner. Alors bon, Tyrese, je trouve vraiment meilleur pour le coup en termes de charisme. Tyrese, non, il est très marrant, Tyrese. Il est charismatique en fait. Il a un timing comique pour le coup qui est largement supérieur. Enfin, Paul Walker, il est même pas censé être drôle en fait, mais il est rien dedans. Si, il y a 2-3 scènes. Enfin, en fait, ils ont des scènes de chamaillerie où je trouve que c'est justement, ils ont une bonne alchimie tous les deux, et c'est dans ces scènes-là que je préfère Paul Walker parce que je trouve qu'il se détend un petit peu. Et en fait, dans les scènes où il est plus censé être un héros d'action, il est coincé et ça marche pas. Quand il est censé être sérieux. Oui. Mais par contre, quand il se chamaille un petit peu avec Tyrese, je trouve que ça fonctionne. Je vais te faire confiance là-dessus. J'ai pas trop de souvenirs, mais non, Tyrese très charismatique. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un de mes films préférés de la saga. C'est parce que je trouve que Tyrese est en fait un des meilleurs personnages de Fast and Furious. Enfin, son nom n'est pas Tyrese dans le film, mais je trouve que c'est un des meilleurs acteurs. C'est quoi son nom dans le film Qui c'est Roman Pierce. Bravo. Bim. Mais oui, pour moi, en fait, c'est un des meilleurs personnages de la saga. C'est un de mes préférés dans tous les films. Maintenant, c'est devenu un peu le personnage humoristique du film. C'est celui qui est vraiment toujours en train de dire « Mais vous êtes en train de déconner, on va pas faire ça. » En fait, il est très peureux. Il adore bouffer. Donc ça, c'est un peu comme Brad Pitt dans Ocean's 11. Mais il y a un peu un gag récurrent où il est tout le temps en train de manger. Il me fait beaucoup rire et je trouve qu'il irradie totalement à l'écran, surtout en comparaison avec l'autre. Et j'adore ce film parce que c'est celui où il a le rôle le plus important parce qu'après, c'est un casting d'ensemble. Alors que là, c'est vraiment son film à lui. Mais il faut dire que même l'absence de charisme de Paul Walker fonctionne plutôt bien puisque c'est des personnages un peu neuneux, il faut le dire. Surtout avec des dialogues qui volent pas très haut. Et ça t'a poussé à avoir d'excellentes réflexions pendant le visionnage du film sur la capacité intellectuelle de ces personnages. Je crois que le total de neurones dans cette pièce, c'est genre 12, quoi. C'est clair. À eux 3, c'est 12. Il y a quelqu'un qui est intelligent. On est censé croire que ces deux hommes ont une capacité intellectuelle suffisante pour organiser un coup, Anaïs. Non, le problème, c'est qu'en fait, le film ne présente pas ces deux hommes comme deux neuneux. Non, pas trop. Tyrese, par la suite, va vraiment être présenté comme le neuneu du groupe. Mais Paul Walker, il est pas censé être neuneu. Il est censé penser un coup dedans, enfin, d'après ce que j'ai compris. Hein. Bah déjà, c'est censé être un ancien flic qui était infiltré. C'était ça l'intrigue du premier film. Et donc, qui avait quand même une certaine capacité intellectuelle, puisqu'il était sous couverture avec le personnage de Vin Diesel, Dom. Donc oui, là, ça marche pas trop. Vraiment pas. Et puis après, il y a Eva Mendes. Il y a Eva Mendes qui est magnifique. Qui est magnifique, mais bon, disons que c'est pas le rôle qui lui a donné le plus d'opportunités de briller, quoi. Non, après, il faut savoir que c'est un de ses premiers grands rôles. C'était 2 ans avant Hitch. Okay. Donc Eva Mendes était vraiment pas très connue. Elle avait déjà eu quelques petits rôles avant Too Fast Too Furious, mais moi c'est comme ça que je l'ai découverte et c'est comme ça que vraiment plein de gens l'ont découverte. Et c'est vrai qu'elle a pas grand chose à faire, mais même en revoyant le film aujourd'hui, tu vois que dans toutes les scènes qu'elle a, elle est excellente. C'est une des meilleures du casting, sans doute peut-être la meilleure. La meilleure, oui. Et oui, elle est vraiment, enfin, elle est tout le temps dans des tenues blanches qui mettent vachement en avant son teint. Enfin, elle est hyper bien sapée. Non, elle irradie, quoi. Mais bon. Moi, vraiment, je me souviens que ça m'a marqué à l'âge de 13 ans, les scènes avec elle. Et il y a une scène où elle est en maillot de bain déjà, où je rêvais de pouvoir ressembler à ça dans un maillot de bain blanc. Mais bon, avec mon teint, ça fonctionnait pas trop. Et il y a aussi cette scène incroyable où elle croque dans un raisin. Et vraiment, personne n'a jamais croqué dans un raisin comme ça. Mais quand Eva Mendes le fait, tu regardes. Bah ouais. Et c'est quand même, pour moi, un des ingrédients aussi un peu intéressants du film. Et tu avais plutôt vu juste quand tu as dû prédire pourquoi c'était un de mes préférés. C'est aussi par rapport au reste de la saga Fast and Furious. Je reconnais que par rapport à tes standards, c'est pas beaucoup, mais c'est celui où il y a le plus de tensions sexuelles. Par la suite, il n'y en aura plus du tout. Vraiment, les deux, ils sont tous rangés des camions. Non, mais parce que entre Vin Diesel et Michelle Rodriguez, il y a un peu une histoire. Elle n'est pas amnésique à un moment. Et oui, je sais pas trop quoi, dans le 7, mais en fait, déjà, elle meurt pendant la moitié des films, après elle ressuscite, spoiler. D'accord. Et surtout, en fait, ils sont tout de suite un peu maqués. Alors que là, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'ils sont pas maqués. Il y a une opération séduction qui se met en place, et donc j'aime bien ça. Mais j'avoue que la plus grande tension sexuelle, à mon sens, c'est pas celle entre Eva Mendes et Paul Walker, c'est celle entre Paul Walker et Tyrese. Oui. Et tu as tout de suite décelé cet aspect de l'intrigue. C'est au moins ok. Très.
Non mais... Pourquoi tu crois que j'aime ce film? Oui, bah alors là, ils sont en train de se battre dans la terre, de se rouler dans la terre l'un contre l'autre. Et ils sont tous les deux très beaux et ils y mettent tout leur corps. Ouais, j'adore cette scène, c'est ma préférée du film. Non, mais c'est vrai que c'est très homo-érotique, quoi. Ouais. Et elle est aussi très bien mise en scène, enfin, je la trouve très belle. Encore une fois, il y a ses codes couleurs, c'est hyper chaud. Et c'est chaud aussi. Oui, certes. Mais globalement, Paul Walker a un peu de la tension sexuelle avec tout le monde dans ce film. Et tu l'as tout à fait relevé. Putain, il a nique avec les yeux à chaque minute. C'est magnifique. Mais niquer, en fait. Il y a de la tension sexuelle, mais il n'y en avait pas assez à ton goût. Non, mais vraiment, il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est une sous-intrigue dans un film où l'intrigue principale est à la fois incompréhensible et nulle. Et donc, ils auraient dû en faire l'intrigue un peu plus importante, quoi. Parce qu'il y a des moments, mais c'est mal... Tu sens que le réalisateur n'a pas compris ce qui faisait tic-tic. Oui, bah tu sens que c'est pas hors d'atteinte. Bah oui, hors d'atteinte, non mais c'est tellement bien, quoi. Ouais, hors d'atteinte, c'est que de la tension sexuelle, en fait. C'est un film qui est drivé par la tension sexuelle et le reste, c'est accessoire. Et d'ailleurs, dans Hors d'atteinte, ils passent une nuit ensemble. Enfin, il y a tout un travail. Mais bon, il faut pas que je compare c'est un avec film romantique. Mais oui, là, c'est un élément qui est assez faible dans l'histoire. Après, moi, ça m'a largement suffi la première fois que je l'ai vu et même depuis. Parce que pour moi, c'est un film qui cumule plein de genres. Et il y a notamment cette petite étincelle romantique dans le film. Mais c'est vrai que c'est très, très faible. C'est juste que c'est beaucoup plus que le reste des films Fast and Furious. Mais en fait, non, le problème, c'est qu'il y a des moments de rapprochement et tout ça, mais c'est pas assez déjà. Et en fait, leur premier baiser, il arrive quand elle vient le voir à la nage, apparemment. Elle est toute mouillée. Elle vient le voir dans son bateau et elle le réveille pour lui dire l'autre veut le tuer. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Et c'est juste ça. D'accord, voilà. Si elle veut. Et enfin, il y a les portables, ça existe. Juste. Et là, elle l'embrasse et après, elle se cache. Mais en même temps, j'étais là. Vous l'avez pas assez bien bâti. On mérite pas encore ce baiser à ce moment-là. En vrai, ils l'ont bâti un petit peu, mais t'étais un peu déconcentrée. Non, Anaïs, j'étais concentrée sur ça. C'était le seul truc sur lequel j'étais concentrée. Ils l'ont pas assez bâti. Une tension sexuelle, ça se bâtit. Un baiser, ça se mérite. On l'aurait mérité à la fin et on l'a pas eu à la fin. Non, pour moi, voilà. Le problème, c'est pas ce baiser-là, parce que c'est un petit baiser. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas le gros baiser, alors que celui-là aurait pu être une sorte d'introduction au baiser de la fin. Non, là, ce que ça aurait dû être, c'est un truc où ils vont pour s'embrasser, mais ils sont interrompus à ce moment-là ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand on est arrivé à la fin du film, comme en plus ce truc avait été un petit peu établi, mais ne poussait pas jusqu'au bout, bah tu t'impatientais beaucoup. Ils vont niquer ou pas? Bon, ils ont tellement envie de se rouler des pelles. Il va pas se la taper à un seul moment, en fait, là. On va pas le voir se la taper. Attends. Ça va Ken, Anaïs? Oh non, ça, on va pas les voir Ken. C'est pas possible. Ça y est, c'est fini, là. En fait, on va pas voir... On s'en fout de votre garage. Non, parce que ça se finit sur ça. Il va ouvrir un garage avec Tyrese, mais on s'en tape. Mais vraiment, bon, à la fois quand j'écoute ces extraits, j'ai l'impression d'avoir été transformée en gamin de 13 ans qui est là. Ils vont niquer. C'est clair, mais qui regarde un porno, quoi. C'est ça, mais en même temps, c'est le seul truc intéressant dans ce film, leur tension sexuelle. Et il y a même pas de satisfaction à ce niveau-là. Mais en même temps, je me dis, bah, apparemment, ce qui plaît aux garçons de 13 ans, c'est des hommes qui se roulent dans la terre en se battant et des hommes qui ouvrent des garages ensemble. Aux garçons de 13 ans et à moi, Marie, n'oublie pas. Oui. Non, parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je trouve que justement, c'est pas le seul truc intéressant. Et en le revoyant à l'âge adulte, c'est un truc qui m'a même plutôt plu. Je me souvenais de la tension sexuelle avec Eva Mendes parce que oui, à l'adolescence, c'était plus ça qui m'avait marqué. Mais en fait, c'est aussi une bro-comédie. Une comédie entre deux personnages qui sont assez différents, qui ont une énorme tension au début, qui ne se parlent plus et qui vont apprendre à se réconcilier et à se faire confiance. Et en fait, c'est vraiment ça, le fil conducteur du film. Donc, le fait que ça se termine sur eux et sur juste une histoire d'amitié qui, en plus, contient plein d'éléments homo-érotiques, moi, je trouve ça très bien. Elle est en train de me regarder avec un grand sourire. Parce que quand tu le décris, ça a l'air génial. Mais c'est pas du tout ce qui se passe à l'écran. Si tu le revois, tu verras. Non, Anaïs, ça délivre pas du tout, quoi.
Je ne suis pas la seule à penser ça. C'est aussi un truc qui a été dit dans toutes les critiques positives du film. Il y en avait 3. Non. Je pense qu'il faut, dans cette saison navet au chef-d'œuvre, qu'on laisse une grande place à la critique qui est sortie au moment du film et aussi ensuite pour voir si les films ont été réévalués. En ce qui concerne Too Fast, Too Furious, c'est sûr qu'il n'a pas eu des très bonnes critiques à sa sortie. D'ailleurs, quand on l'a lancé sur ma télé, il avait genre 2,3. Donc ça t'a tout de suite fait rire, parce que c'était pas une très bonne note. Donc je l'ai dit, AV Club, déjà c'est moqué de Paul Walker et c'est aussi moqué de l'intrigue en disant si tous les trafiquants de drogue étaient aussi stupides, la guerre contre la drogue serait déjà terminée. Mais même dans cette critique, il reconnaît que les scènes de course sont particulièrement réussies, qu'elles ont beaucoup de style. Et ça, c'est un truc que toutes les critiques, même négatives, ont reconnu. Oui, encore heureux, c'est Too Fast, Too Furious. Il y a A.O. Scott dans le New York Times qui s'est vraiment lâché sur le film. Je trouve même parfois avec un petit peu de mauvaise foi, c'est-à-dire que tu sens qu'il a pris du plaisir à descendre le film. Et il y a certains arguments que je trouve vraiment injustes, mais c'est écrit de manière assez délicieuse. Il dit Too Fast, Too Furious, un nouveau spot publicitaire sur l'importance de la ceinture de sécurité, sort aujourd'hui avec 2 excellentes et touchantes performances, les 2 livrées par des voitures. Malheureusement, tous ces véhicules suprêmement expressifs sont accompagnés de conducteurs. Principalement une paire de mannequins de crash test incarnés par Paul Walker et Tyrese, dont les dialogues à basse vitesse font passer le bruit du moteur pour la plus haute des poésies. Et moi, je trouve pas que ce soit de la mauvaise foi, c'est très vrai. Non, mais là, j'ai mis les bons trucs. Si tu lis toute la critique, il y a des trucs, par exemple, sur John Singleton, je trouve qu'il s'en prend énormément au réalisateur, alors que justement, on en a parlé, je trouve qu'il y a une patte très claire dans le film. Mais non, ça, c'est génial. Enfin, c'est très, très drôle. Et puis, il faut aussi savoir que, en fait, Fast and Furious, le premier, avait été un succès surprise. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui l'aiment, c'est que c'est un tout petit film avec un micro-budget qui a séduit tout le monde. C'est ça qui a rendu Vin Diesel aussi extrêmement célèbre. Et c'était un film sur la culture de la rue, la culture des courses de voitures, un truc un peu underground. Et là, en fait, dans Too Fast, Too Furious... Ils se sont inspirés de Grease à fond. Mais... Bien sûr. Et là, en fait, avec le 2, on a déjà un petit changement qui s'opère vers ce que la franchise va devenir, c'est-à-dire un truc totalement ridicule. Et c'est marrant de lire dans les critiques, et c'est ce que tu disais quand tu le regardais aussi, que c'est trop démesuré et que c'est absurde, les cascades qu'ils font déjà en voiture, alors que, je t'ai dit tout de suite quand on l'a regardé, c'est un des films les plus plausibles de la saga. C'est-à-dire que, pour moi, quand j'ai vu les 10 de la saga et que je revois le 2, je le trouve tellement charmant parce que ça se passe juste à Miami. C'est naturaliste. Ouais, exactement. C'est une fresque, c'est un documentaire. C'est le Bergman de Fast and Furious, tu vois. C'est vraiment... c'est juste des petites voitures sur une autoroute à Miami, alors que maintenant, en fait, dans le dernier, t'as des voitures qui se balancent de liane en liane. T'as des voitures qui vont dans l'espace. T'as des voitures dans des sous-marins. Donc forcément, en comparaison, Too Fast, Too Furious, c'est mignon. Mais en même temps, je trouve que mettre le curseur à 1000, en fait, ça fonctionne mieux. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que le 7 fonctionne très bien. Voilà, parce c'est ça. Ils acceptent le camp. Voilà, exactement. Quand tu acceptes le côté complètement absurde et que tu y vas à fond, ça fonctionne mieux, je trouve, que quand tu y vas quand même pas mal, mais pas assez, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais je pense qu'on doit beaucoup à John Singleton et aux quelques cascades, par exemple, avec le pont au début du film où il saute et la cascade de fin où la voiture saute sur un bateau. En fait, ah ouais. Ils prennent de l'élan et ils atterrissent sur le yacht sur lequel se trouve Carter Veron, le méchant, et Eva Mendes. Ah oui, ah ouais. Et c'est la cascade totalement folle du film. Enfin, pour moi, c'est lui qui a placé l'ADN de ce qui est devenu Fast and Furious par la suite. Il faut aussi dire que le critique de Variety s'est totalement trompé en parlant du film, puisque, il a trouvé que c'était pas très bien, surtout par rapport au premier. Et il dit que le film est pas trop mal, mais qu'il y a un sentiment distinct du fait qu'on arrive à la fin de... On arrive à la fin du réservoir. Voilà, ils ont épuisé toutes leurs idées et cette saga arrive à la fin de son réservoir, alors que très clairement, non. Ouais, non. Et alors ça, tu vas être très contente. Roger Ebert, un critique que tu aimes bien, un des plus grands critiques américains. Il a fait une critique excellente, comme à son habitude. Les 2 premiers paragraphes, il dit que c'est absolument l'intrigue la plus débile qu'il ait jamais vue, que ça n'a aucun sens. Et après, il dit « Est-ce que j'ai l'air de me plaindre ? Parce que je me plains pas, je souris. » Too Fast, Too Furious est un jeu vidéo croisé avec un buddy movie, un film Bad Cop, Good Cop, un film sur les trafiquants de Miami, un film de course-poursuite et une comédie. Il n'a aucun cerveau, mais il est fait avec talent et avec style. Et, mon Dieu,
il est rapide et il est furieux. Ah, c'est pas mal. Et voilà, en fait, je trouve que c'est Roger Ebert qui a mieux capté tout de suite le truc. L'essence du truc. Le film a été réévalué depuis. Par Anaïs. Non. Il y a Entertainment Weekly qui a même écrit un article pour dire que c'était le joyau oublié de la saga. Et je les rejoins tout à fait. Et il y a Bilg Elbiri de Vulture qui a lui aussi écrit un article en 2019 pour dire que c'était un des films qui avait prouvé le génie de John Singleton. Je trouve qu'il dit exactement ce que moi je pense du film. Et à la fin, ce qu'il dit, c'est que c'est assez original qu'à la fin du film, en fait, on a juste deux hommes un peu testostéronés qui rigolent comme des petits garçons parce que on dirait qu'ils ont accidentellement lancé une fusée dans l'espace au moment où ils font la cascade sur le bateau et que c'est totalement bizarre de terminer un blockbuster macho sur le fait qu'ils rigolent tous les deux comme des gamins et que c'est une histoire d'amitié. Et je trouve que c'est assez juste aussi de dire ça. Tu m'as beaucoup fait rire concernant le jeu d'acteur parce que c'est vrai que même Eva Mendes, qui est plutôt bonne dans le film, t'étais pas très impressionnée dans certaines scènes par ce qu'elle t'a fourni. Ils ont pas du tout l'air tant dérangés que ça, quand même. C'est clair. Elle a fait une petite moue, genre... Alors que moi, ça m'a traumatisée quand j'étais jeune, quoi. Elle, on dirait que tu lui as caché le Nutella, en fait. C'était... On dirait un sketch SNL. L'extrait sur le Nutella, là, c'est pendant une scène de torture. C'est la scène la plus culte du film, peut-être. Et en fait, ils réagissent vraiment comme s'ils étaient en train de... Ouais, vraiment, c'est comme si on lui avait caché son pot de Nutella. C'est exactement ça, quoi. Elle fait une petite moue un peu genre, oh là là, saoulée, alors qu'elle est en train de voir un mec se faire bouffer l'estomac par un rat. Est-ce que tu veux décrire cette scène ? Bah, si vous avez vu la saison 2 de Game of Thrones, il y a une scène à Harrenhal où les prisonniers sont torturés à l'aide d'un seau où on met un rat à l'intérieur, on colle le seau contre le ventre et on allume un feu, on met une flamme en bas du seau pour que le rat essaie de s'enfuir et en essayant de s'enfuir, il bouffe l'estomac de la personne. Bah, c'est la même chose, mais à Miami, dans une discothèque. C'est marrant parce que quand j'ai vu la scène dans Game of Thrones, j'ai dit, vous voyez la scène dans Too Fast, Too Furious où il torture un mec dans le club ? Bah, c'est la même scène. Et d'ailleurs, j'ai cherché et je crois pas que cette scène de torture était dans les livres Game of Thrones. Par contre, c'est une vraie technique de torture médiévale. Donc, c'est pas surprenant que ça ait été utilisé dans plusieurs œuvres de fiction. Mais moi, clairement, à 13 ans, ça m'a marqué. Et quand je l'ai revu dans Game of Thrones, j'étais Too Fast, Too Furious l'a déjà fait, les gars. Moi, je la trouve peut-être parce que c'est la première fois que je découvrais cette méthode très ingénieuse. J'étais plus marquée quand même et plus traumatisée par celle dans Game of Thrones. Après, je pense que dans Game of Thrones, il y a une noirceur qui est indéniable, qu'il n'y a clairement pas dans Too Fast, Too Furious. En fait, le truc, c'est que c'est camp, quoi, parce que t'as le mec qui en même temps se fait bouffer l'estomac par un rat et autour, vraiment, ils sont genre... T'as genre Tyrese et Paul Walker qui sont assis sur des canapes en plein manspreading. Tu sais, ils ont les cuisses hyper larges et ils se regardent un peu genre « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Mais genre, il faut pas qu'on réagisse, donc ils réagissent pas. Et t'as Eva Mendes qui lui couvre la bouche au mec, mais en même temps qui a un visage complètement inexpressif. Moi, je la trouve pas mal dans cette scène. Mais oui, c'est une scène qui est absolument affreuse parce qu'en plus, le club est horrible. Le film, je trouve très beau, mais cette scène-là, c'est tragique. Tu sens qu'ils l'ont bâti un peu en carton-pâte, quoi. Mais malgré tout, même si elle est moins efficace que celle de Game of Thrones à tes yeux, elle t'a quand même beaucoup fait réagir. Putain, c'est horrible. Non, je peux pas voir ça, en fait. Anaïs, je peux pas voir ça, en fait. C'est horrible. Anaïs, c'est quoi ce truc que tu mets ? Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ça arrête pas de me montrer des trucs comme ça. Mais en fait, il y a vraiment un changement de ton. Ouais. Oui, c'est ça. Un peu surprenant. C'est ça la seule s'intègre scène. Pas du tout. Non, c'est vraiment étrange. Ils ont eu un délire. Et ils se sont dit, je suis sûre, John Singleton, il devait être en train de lire un livre sur le Moyen-Âge et il s'est dit, oh, trop cool, c'est complètement fou cette méthode et il a décidé de l'intégrer. Ouais, ou alors ils ont essayé de rendre le personnage du méchant un peu plus menaçant parce que c'est vrai que sinon il fait pas trop peur et c'est un peu censé être la scène qui établit le fait qu'il déconne pas, tu vois. Ouais, mais en même temps, le truc, c'est que c'est pas vraiment menaçant parce qu'il faut vraiment se faire choper par lui dans une discothèque et qu'il a un rat sous la main. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'en termes de logistique, c'est un peu complexe, mais c'est comme tous les trucs dans ce film, mais c'est pour ça que c'est génial aussi. Oui. C'est pas très logique, je te l'accorde. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. Il y a une autre scène qui est très importante. Celle-là, j'avoue, elle est excellente. Ah,
Ah, trop bien. Ouais, en plus, visuellement, elle est vraiment cool. Parce que sur le coup, tu t'es un peu moqué de moi, t'as dit « Ah, ça, je suis sûre que t'adorais quand t'étais ado. » Mais non, mais parce que c'est ridicule. Mais visuellement, je la trouve cool et c'est marrant. Mais c'est ridicule. Alors, si vous ne l'avez pas compris, je veux parler de la scène du regard. La scène où Paul Walker fixe Eva Mendes. C'est une scène qui a façonné mon adolescence. Une scène que je ne peux pas m'empêcher de revoir sans sourire comme une imbécile. Dans cette scène, Brian vient à peine de rencontrer Eva Mendes, mais comme c'est une des plus belles femmes du monde, avec un décolleté blanc enlacé, oui, on est en 2003, il veut tout de suite l'impressionner. Et comment il va l'impressionner ? En bafouant toutes les règles du bon sens et du code de la route. Il est sur une 2 voies, et d'un coup, il tourne la tête vers Eva Mendes et il la fixe de son regard bleu océan, tout en appuyant sur l'accélérateur et en souriant. Et en ne regardant pas la route, du coup. Oui. Jusqu'au dernier moment où il pile au feu rouge. Dans la vraie vie, ce serait terrifiant. La meuf se mettrait à hurler et ensuite porterait plainte. Voilà, demanderait une mesure d'éloignement. Si elle avait le temps de sortir de la voiture, parce qu'en vrai, il se ferait sans doute écraser au feu, en fait. Mais comme on est dans un film, c'est sexy, c'est viril, c'est sensuel. C'est Paul Walker qui prouve qu'il a le contrôle total de son engin. Et ça nous plaît. Oh. Ok, il y a vraiment la Alice de 14 ans qui est ressortie là. Non, mais c'est un peu ça quand même. Oui, il est en maîtrise, mais c'est complètement con. Mais oui. Oui, si tu veux. Mais ça marche, ça a marché sur toi. C'est stylé, voilà, c'est stylé. Ouais, c'est très stylé. Ouais, non, c'est stylé. Mais ce qui est marrant, c'est Tyrese qui lui dit à la fin, c'est moi qui lui ai appris ça, ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas très safe pour... Ah non, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand tu dis il est sur une 2 voies. On voit que t'es en train de passer ton permis quand même. C'est clair. Tu as eu une petite idée avant qu'on lance cette saison que j'ai trouvée pas mal, qui était que l'on devait chacune se mettre au défi de lister 3 qualités ou 3 défauts du film quand on n'est pas d'accord. Donc comme t'as l'air de beaucoup moins l'aimer que moi, petite séance de torture, notre propre séance de torture garantie sans rat. Tu dois lister 3 qualités de ce film. Le titre, première qualité. Mm-hmm. La photographie du film, deuxième qualité. Et la troisième... C'est compliqué. Comment il s'appelle le monsieur qui est le mec de Devon Aoki dedans ? Ludacris. Ouais, lui il est sympa. Et il joue bien, je trouve. Ouais, il est très bien Ludacris, qui va revenir après dans la saga et devenir très très pote avec Roman justement. Enfin, il se chamaille un peu tout le temps, mais... Troisième qualité. Ludacris. Moi aussi, je peux lister 3 qualités, mais en fait, non, c'est pas ça. Non, tu dois lister 3 défauts. Tu viens de parler des qualités pendant une heure. Ouais, alors, bon, les défauts, une intrigue pas subtile, je te l'accorde. Des dialogues ineptes, vraiment, on peut le dire. Et c'est vaguement raciste quand même, avec Tyrese qui fait beaucoup de blagues sur les personnages latinos du film. C'est comme tous les Fast and Furious d'origine, ça s'est un peu calmé depuis, mais il y a quand même un truc aussi sur les gros plans sur les culs des meufs. Ah oui, de ouf. Voilà. Après, pour moi, ça fait partie du charme aussi, c'est-à-dire que honnêtement, ça m'offense pas dans ces films-là. Je trouve que c'est juste, tu vois, beau cul, belle bagnole. Voilà, tu signes un peu pour ça. Et honnêtement, on voit aussi beaucoup Tyrese à poil, donc en torse nu. Donc, pour moi, il y a une égalité des chances qui me plaît plutôt. Ouais, mais il n'y a pas de gros plan sur son cul, quand même. Je pense qu'on peut dire que ça a clairement mal vieilli. Et la saga est devenue de plus en plus conservatrice par la suite, en partie sous l'impulsion de Vin Diesel, qui est vraiment... c'est un peu sa saga. Il est producteur et il impose énormément de choses. Et par exemple, voilà, c'est vrai que les 2 personnages principaux, jusqu'à ce que le personnage de Paul Walker quitte la saga, étaient bien maqués. Lui, c'était... non seulement il était maqué, mais il avait un enfant. Donc, il y a tout un truc de genre, ils sont rangés des voitures. Et ouais, c'est devenu beaucoup plus traditionnel, on va dire, dans l'idée de la famille. C'est ce qui compte le plus avant tout ça. Tout le monde est pote. La famille. Vin Diesel qui n'a pas voulu jouer dans Too Fast, Too Furious parce qu'il trouvait que le scénario était nul. Il avait pas tort. Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Naouch ou chna? On va finir tous ces épisodes par un grand débat, comme quand il y a la présidentielle. Marie, est-ce que tu penses que ce film est plutôt un chef-d'œuvre ou plutôt un navet? Plutôt un navet. Et toi? Moi, je pense que c'est plutôt un chef-d'œuvre. D'accord. Du coup, on a chacune 30 secondes pour convaincre l'autre avec des arguments béton. 30 secondes? Ouais. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Voilà, c'est le film. Moi, je suis convaincue que ce film est un chef-d'œuvre après ton argumentation, mais ok. Et toi?
Parmi les qualités que j'aurais listées, déjà, il n'y a pas Vin Diesel. Il y a Les yeux de Paul Walker. C'est un des films, je l'ai dit, de la saga qui a la meilleure identité visuelle. Une identité visuelle qui est hyper forte, avec une photographie qui est vraiment travaillée, une vraie patte. C'est aussi le seul qui a une vraie intrigue, globalement, à part le premier. Et j'aime beaucoup la buddy comédie entre Paul Walker et Tyrese. C'est un des films de la saga qui sont les plus réalistes et qui a encore un truc assez terre-à-terre que j'aime bien. Et surtout, c'est aussi la première apparition de Ludacris dans la saga. C'est le rôle qu'il a fait gagner en célébrité et après, il est devenu un élément récurrent du casting. Ça fait plus de 30 secondes, là. Et pour finir, j'ai déjà parlé du fait que ce film-là de John Singleton a impacté le début de ce qu'allait devenir la saga avec les grosses cascades, mais je pense aussi, c'est mon avis, qu'il a impacté la diversité qui allait devenir une des marques de fabrique de la franchise. Quand on voit le premier film, c'est vraiment juste Paul Walker et Vin Diesel, et là, en fait, John Singleton a casté un casting qui était beaucoup plus divers, et la saga Fast and Furious a un petit peu révolutionné la diversité à Hollywood parce qu'elle a montré qu'on pouvait faire des énormes blockbusters avec des castings qui n'étaient pas majoritairement blancs, et je pense que tout ça vient de Too Fast, Too Furious. J'ai gagné ? Non. Une réplique préférée, Marie ? Alors, c'est pas une réplique, c'est les sous-titres en français sont incroyables. C'est vrai. Et à un moment, il y a Tyrese qui est en train de charrier Brian, Paul Walker, sur son ex. Il lui dit « la tordue en roulotte ». Alors que dans la VO, c'était genre, elle vit dans un trailer, quoi, dans une caravane. Ouais. Et c'est la tordue en roulotte, ok. Ça m'a fait beaucoup rire. Et toi ? Bah moi, j'avoue que même si on peut se poser la question sur cette réplique, quand Tyrese veut éjecter de son siège avec un bouton le méchant sur le siège d'à côté et il crie « Ejectocito », ça me fait beaucoup rire. Et après, j'aime bien aussi quand Ludacris dit à Suki, donc le personnage de Devon Aoki, « Passe par le garage pour qu'on bosse sur tes amortisseurs » en regardant ses seins. C'est nul, mais c'est tellement bien. Ok. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Je crains le pire pour cette saison. Si vous voulez voir ou revoir Too Fast, Too Furious, le film est disponible un peu partout en VOD. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir Les Ensorceleuses. Un chef-d'œuvre disponible à la location sur Prime et Apple TV. Cette saison, comme il y aura débat à chaque fois, navet ou chef-d'œuvre, on s'est dit qu'on voulait vous faire participer, donc on vous fera voter sur le compte Instagram de Slate Podcast. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous le savez, on adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, merci à la personne qui nous a mis 5 étoiles sur Apple Podcast, mais qui a dit que je lui écorchais les oreilles à chaque fois que je disais un espèce de au lieu de une espèce de. Je comprends. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. On a quelques petits bonus, comme à chaque fois dans Amis. Déjà, j'étais très contente parce que, comme moi, tu as beaucoup apprécié la séquence d'ouverture avec juste le logo Universal qui est transformé en jante de voiture. C'est trop stylé. Ah bah déjà, ça commence bien. Tu vois ? On est entre de bonnes mains. On est dans les années 2000, là. Donc ça, c'est de l'art. Et il y a une autre réplique que j'ai oublié de mentionner, mais qui est aussi très bonne niveau sous-titres. C'est quand, juste après la torture avec le rat, pour menacer le mec, il lui dit « Si jamais tu refais quoi que ce soit qui me déplaît, mon rat ici présent ira rendre une visite à ta femme et tes enfants. » Et vraiment, mon rat ici présent, c'est exceptionnel. You betray me. And my rat here. Mon rat ici présent. Et il faut dire que ce film a fait ressortir, comme beaucoup de films, ta misandrie. Ouais, apparemment, je suis très misandre. Oh là là, mais c'est bête, un homme. Putain, mais les hommes ont tellement de problèmes. Ah, c'est trop bien.
désolée, mais les films cons pour filles, c'est bien moins con que ce film. J'en reviens pas qu'on soit la cible de mépris parce qu'on aime les comédies romantiques, alors que ça, c'est vraiment... c'est le truc le plus neuneux que j'ai jamais vu. Si t'as 3 neurones, tu... Ouais, sauf que toi, t'as rien compris, hein. Mais apparemment, il n'y a rien à comprendre, donc... Oui, c'est vrai. Et on a d'autres bonus. Je vais faire caca. Je vous laisse. Non, et puis en vrai, je regardais surtout pour voir Tyrese et Paul Walker torse nu, tu vois. Alors pour l'instant, j'ai juste vu Tyrese et c'était genre une demi-seconde. Non, mais t'as vu Paul Walker aussi. Au tout début. Ouais. Ouais. Tu sais, quand t'as 12 ans, tu peux pas gérer beaucoup plus que ça. Hein. Pourquoi il conduit à droite? Parce que c'est un ouf. Oh waouh. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est d'une bonne fin, je pense. Exactement.